une nouvelle société urbaine. La question que l'on va se poser dans ce chapitre est assez simple. Comment les villes se sont-elles développées au Moyen-Âge et comment s'organise la vie de leurs habitants? Alors, il est important de comprendre qu'au début du XIe, XIIe siècle, seuls 10% de la population vit dans des villes. Aux alentours du XIIIe siècle, on est déjà à près de 20%. Pourquoi est-ce que les villes connaissent un essor, c'est-à-dire une augmentation importante? Tout d'abord, il y a une paix en Europe, conjuguée à une croissance importante du nombre de populations en Europe, conjuguée encore une fois à l'augmentation des productions du sol. Tout cela fait qu'une population de plus importante vit sur le territoire et donc elles vont avoir tendance à se regrouper dans des espaces où on va pouvoir vivre et échanger les marchandises. Le développement de ces villes se fait principalement grâce au commerce. Notamment, vous avez de grandes villes portuaires telles que Gênes, Venise, Bruges, qui vont prendre une ampleur considérable, notamment grâce au grand commerce, c'est-à-dire commercer avec d'autres grandes puissances étrangères en utilisant les voies maritimes. Vous avez également d'autres grandes villes qui vont réussir à se développer grâce à ce que l'on appelle des foires, c'est-à-dire de grands marchés spécialisés dans un certain type de production. Ça peut être des animaux, ça peut être également des tissus, qui vont attirer un grand nombre de populations et aussi de marchands, que ce soit de l'Empire byzantin ou même d'Europe ou encore de l'Empire musulman. Et puis, les villes se développent généralement quand elles sont aussi au carrefour de routes commerciales importantes où les importations et les exportations de produits vont pouvoir se faire facilement. Ensuite, la ville, c'est un monde de marchands et d'artisans. Ces marchands et ces artisans vont s'enrichir en fonction de leur capacité à pouvoir échanger, acheter avec soit un commerce très proche, soit plus précisément avec des contrées lointaines. Ces grands marchands, que l'on peut appeler ainsi, ce sont généralement les marchands les plus riches, les plus à même de pouvoir échanger avec les autres grandes villes du royaume ou des autres puissances étrangères. L'ensemble de ces marchands et de ces artisans vivent grâce aux marchés qui se mettent en place dans les villes. Chaque marchand et chaque artisan possède également, lorsqu'ils en ont les moyens, des boutiques et des ateliers, généralement au rez-de-chaussée de leur habitation. C'est beaucoup plus rapide pour eux de pouvoir travailler leurs produits et de les vendre en dessous de chez eux. On vend toutes sortes de produits, de la laine, du coton, de la soie. On va pouvoir également vendre des produits transformés, des vêtements, des tabourets, des tissus déjà tout faits, ou voire même parfois des armes. Ces artisans vont également travailler d'autres produits, comme par exemple être tailleur ou être cordonnier. Donc l'ensemble de ces métiers vont organiser, structurer une ville et va participer à l'enrichissement de sa communauté, mais également de la cité. Ensuite, comment vit-on en ville? Il faut comprendre une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, la ville est un espace qui est très inégalitaire. On pourrait diviser la société en trois parties. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le peuple gros. Le peuple gros, c'est l'ensemble des grands marchands, l'ensemble des artisans qui ont donc de l'argent et qui, eux, détiennent le pouvoir dans la ville. À l'opposé, vous avez également ce qu'on appelle le peuple menu. Ce sont les petits artisans, les petits marchands, les travailleurs salariés qui entrent parfois en opposition et vont se rebeller, se révolter contre le peuple gros, puisque le peuple gros prend des décisions qui sont souvent à leur avantage et au désavantage du peuple menu. Et puis la troisième catégorie de population, vous avez ce qu'on appelle les pauvres, ceux qui ne sont ni marchands ni artisans et qui vont vivre de mendicité ou de distribution d'eau. C'est donc une société très inégalitaire. Néanmoins, lorsque vous êtes artisan, vous avez la possibilité d'intégrer ce que nous appelons une corporation. Une corporation, c'est une association de personnes qui ont le même métier et qui, en entrant dans cette corporation, assurent un certain nombre de règles que le client pourra connaître. Ainsi, une corporation assure un produit de qualité,
assure également de limiter la concurrence des prix. L'ensemble des artisans d'un même corps de métier devront respecter les mêmes prix. Et puis, le troisième avantage d'une corporation, c'est que ça permet de limiter le nombre de personnes qui pratiqueront ce métier. Et pour faire partie de cette corporation, il faut suivre un certain nombre d'études. Et c'est ce que l'artisan, lorsqu'il veut débuter un métier, va être ce qu'on appelle un apprenti. Il va durant 7 ans être nourri, logé par un maître, c'est-à-dire une personne qui a déjà l'ensemble des connaissances du métier et qui va le former. Pendant 7 ans, il va pouvoir apprendre son métier et devenir ensuite compagnon et être donc un travailleur salarié du maître de la boutique dans laquelle il va travailler. Ensuite, cet apprenti, ce compagnon, va avoir la possibilité de devenir maître à son tour. Et pour cela, il doit remplir 2 objectifs. Tout d'abord, le premier objectif, il doit réaliser un chef-d'œuvre, montrer qu'il maîtrise l'ensemble de l'art de son métier. Et ensuite, il doit recevoir l'autorisation des membres de la corporation de son métier pour pouvoir y entrer. En parallèle de tout ça, les villes cherchent à obtenir de plus en plus d'autonomie vis-à-vis du seigneur. Et pour cela, elles essayent d'obtenir ce que l'on appelle des chartes de franchise. Le seigneur possède toujours, bien entendu, la ville et sa gestion, mais il va quand même en déléguer une grande partie aux représentants de la cité. Et ce sont, comme on l'a dit précédemment, généralement les grands marchands, ceux qui ont les moyens financiers dans la ville. Cette charte de franchise, elle donne un certain nombre de droits et de devoirs à la population et à leurs représentants. Et lorsqu'une ville reçoit une autonomie, un certain nombre de bâtiments le prouvent. Vous avez ainsi l'hôtel de ville, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui la mairie, tout simplement. Vous avez également un sceau, qui est un tampon, une sorte de symbole qui atteste, qui authentifie les documents produits par la ville. Et puis, vous avez également un beffroi, qui est une immense tour, qui est le symbole de l'autonomie de la ville. Les villes ne cessent de s'enrichir et en s'enrichissant, elles vont pouvoir construire un certain nombre de grands bâtiments, tels que, par exemple, des cathédrales. Ainsi, si on doit faire un résumé de ce chapitre, il faut donc comprendre que les villes ne cessent d'attirer de plus en plus de population, qu'elles créent une société qui est certes inégalitaire de par la possibilité de s'enrichir pour les grands marchands, mais le dynamisme de la ville fait apparaître que la possibilité pour ces populations d'accéder, par exemple, à une formation, puisque l'apparition des écoles est de plus en plus visible dans ces villes, et puis on peut même voir aussi apparaître la naissance des universités. Donc petit à petit, les villes se développent et les populations vont petit à petit avoir accès à un savoir.